Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Pour commencer, avis aux usagers de la route, le Conseil général de la Moselle fera procéder au renouvellement de la bande de roulement de plusieurs rues et giratoires de Sarreguemines. Ces travaux auront lieu de nuit, du 1er au 4 juillet pour le rabotage et de 8 au 11 juillet pour la pose de l'enrobé. Sont concernés la rue de Beach et les giratoires rue de Saint-Rinsmin, rue du Maire, route de Nancy et accès menant à la Rotterspitz. Nous passons tout de suite au sommaire de l'émission. Une championne se prépare pour des épreuves de niveau mondial, rencontre avec la nageuse du cercle nautique de Sarreguemines, Aurélie Muller. Dans le journal, la galère des salariés de Prime à Grunewiller a été prise au sérieux. Une délégation de représentants des salariés a été reçue à la sous-préfecture de Sarreguemines. L'Europe au menu des discussions de l'association des maires de l'arrondissement de Sarreguemines. Ils ont reçu le ministre de l'Intérieur de Sarre pour une conférence. Nous prendrons de l'altitude, d'abord à l'occasion des portes ouvertes vers le ciel du club Espoir Aéronautique. Enfin, nous monterons haut dans les airs, mais à la force du corps, en accompagnant les athlètes à l'occasion des Masters de perche de Forbach. Côté rubrique, c'est Couleurs locales qui termine l'émission. Le thème du jour est l'identité territoriale en évolution. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Une compétition est à peine terminée qu'il faut en préparer une autre. Tel est le quotidien d'Aurélie Muller, la nageuse du cercle nautique de Sarreguemines, aux 13 titres de championne de France, prépare actuellement les championnats du monde. Elle trouve tout naturellement sa place. Au sein de notre collection de portraits, vous êtes vu en grand, un reportage de Guillaume Dumonteil. Un début d'année en trombe. Le semestre qui vient de s'écouler a permis à Aurélie Muller d'enrichir son palmarès de 3 nouveaux titres nationaux sur 3 distances différentes, 800 mètres, 1500 mètres et 5 km. La championne revient pour nous sur son dernier sacre. Les championnats de France se sont très bien déroulés malgré l'eau à 17-18 degrés, donc c'est un peu froid, mais à part ça, ça s'est très bien passé. J'ai fait le 10 km et les conditions n'étaient pas favorables à moi parce que j'aime pas trop l'eau froide, mais sinon après le 5 km, donc je gagne le 5 km, donc ça c'est vraiment génial, c'était vraiment l'objectif. Et puis après donc il y a eu le championnat, le test event qu'on appelle ça. C'était une compétition d'organisation donc avant les championnats du monde à Barcelone, où là ça s'est aussi très bien passé, je finis première, donc voilà, je suis super contente. Aurélie Muller, aujourd'hui âgée de 23 ans, parle à plusieurs reprises de la température de l'eau, et cette remarque n'est pas anodine. L'an dernier, une mésaventure liée à la fraîcheur du lac de Pierrelatte lui a anéanti son rêve olympique. Elle disputait dans la Drôme une compétition pouvant lui permettre de se qualifier pour les JO sur la distance du 10 km, mais elle n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout. Ce qui s'est passé à Pierrelatte, c'est que l'eau était à 16 degrés, donc c'est la limite autorisée. La limite c'est 16 et 32. Et donc en fait j'ai fait une hypothermie, je suis sortie à 32,9 de température corporelle, donc j'ai dû abandonner. Compte tenu de la déception, Aurélie Muller a décidé de ne pas participer au championnat d'Europe programmé après Pierrelatte. Ce choix, la Fédération française de natation lui a fait payer en l'excluant pendant 1 an de l'équipe nationale d'eau libre. Cette décision a pénalisé la nageuse qui ne pouvait plus affronter ses adversaires. Mais son retour de suspension et ses excellents résultats décrochés cette année lui donnent confiance pour les prochaines échéances. Mes ambitions pour les championnats du monde, c'est de monter sur le podium, de défendre mon titre de vice-championne du monde 2011 et puis pourquoi pas faire mieux quoi. Le 20 juillet prochain, Aurélie Muller se jettera à l'eau à Barcelone pour espérer atteindre ses objectifs. En attendant, elle s'entraîne au centre nautique de Sarreguemines sous le regard d'Olivier Antoine au sein du groupe élite. Du lundi au samedi, elle nage près de 14 km par jour. Et donc on souhaite bon vent à Aurélie Muller. Avis aux résidents de la commune de Hambach par arrêté interministériel du 20 juin 2013 paru au journal officiel du 27 juin, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012. Les personnes ayant subi des dommages disposent de 10 jours ouvrés à compter de cette publication au journal officiel pour déclarer les dégâts liés à ces sinistres à leur assureur. Passons à la météo. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs.
Bonjour à tous, dans l'ensemble, nous bénéficions encore d'une journée agréable. Le soleil parvient à déployer ses rayons au milieu d'un ciel orné de cumulus et de bancs de nuages élevés. Le temps devient tout de même un peu plus incertain l'après-midi avec un risque d'ondées sur les contreforts vosgiens. Mais c'est surtout en soirée, dans la nuit de mardi à mercredi, que le temps se dégrade avec l'arrivée d'averses. Le thermomètre, il indique de 12 à 14 degrés le matin, de 23 à 26 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Martiniens. Bonne journée sur Mosaïque. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Publicité. Envie d'avoir votre maison dans un cadre calme et verdoyant à 15 minutes de Sarreguemines? MH Habitat vous propose 5 magnifiques pavillons à Rohrbarley Beach. L'intérieur est prêt à être décoré, le chauffage installé. Le tout est à la norme BBC basse consommation. Votre maison au choix de 79 à 134 mètres carrés sur un terrain de 5 à 12 arts pour un prix allant de 167 000 à 235 000 euros. Le terrain est compris. 5 opportunités MH Habitat à saisir dès maintenant. Vous l'avez compris, pour faire de bonnes affaires, rendez-vous dans l'un de ces 8 magasins et profitez de soldes exceptionnels. Le tri, ça finira bien par rentrer. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, Hello Kitty, Tans et pour les jeunes branchés Adidas, Little Marcel, Ben. Des marques complètes pour un vaste choix et les toutes nouvelles valises Samsonite, légères comme une plume. Majuscule au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. La paroisse Saint-Marc vous invite à Sirstal ce samedi 6 et dimanche 7 juillet pour sa grande kermesse. Dimanche, animation non-stop de 11h à minuit dans une ambiance conviviale. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À partir de 21h, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise Place Sibylle, suivi d'un grand défilé militaire. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région, tiré des berges de la Sarre. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 13 au 21 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du Républicain Lorrain, les libraires face aux assauts du net. Comment les libraires indépendants font preuve d'inventivité pour vivre, notamment face aux géants Amazon. À lire dans la rubrique Temps fort, l'Europe choquée par l'espionnage américain. L'affaire Snowden, du nom de l'ex-agent de la NSA, rebondit avec les révélations du magazine allemand Spiegel, auquel Snowden a fourni des preuves que les États-Unis espionnent l'Europe. En page locale, flamboyant, flamant rose à l'occasion de la fête de la Saint-Paul, victime de son succès. L'info encore, c'est dans notre JT. Vous êtes face à l'actualité.
Ils attendent un coup d'accélérateur. Telle était la principale demande des 19 salariés de Prime à Grunwiller. Mercredi dernier, ils manifestaient devant la sous-préfecture de Sarreguemines pour faire entendre leur voix et demander un soutien. Deuxième étape du No Man's Land que traversent les salariés de Prime à Grunwiller, la manifestation devant la sous-préfecture pour rappeler leurs conditions. Sur fond de mésentente familiale, ces 19 personnes sont sans emploi depuis la liquidation de l'entreprise Jean Prime et Fils, mais sans pour autant avoir la possibilité de s'inscrire chez Pôle emploi. Leur situation dépend en réalité du fonds de commerce qui revient aux 3 frères Prime et dont le sort doit être évoqué en première instance au Conseil de prud'homme le 4 septembre prochain. Or, depuis le 2 avril, les salariés de Prime n'ont plus aucune source de revenus et ne peuvent toucher aucune indemnité de chômage. Aujourd'hui, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de demander à ma banque une rallonge. J'ai dû faire un découvert important quand même. Et j'ai quand même la chance d'avoir ma copine à mes côtés qui travaille, qui a un petit salaire, c'est sûr, mais ça nous aide pas mal en ce moment et on n'a pas vraiment le choix, quoi, hein. De toute façon, tout le monde s'en fout. Ça fait depuis avril qu'on est comme ça, laissé pour compte, donc je trouve ça assez grave, quoi. C'est donc une accélération de la procédure qu'attendent les salariés de Prime qui sont venus demander un soutien à la sous-préfète. La machine est effectivement grippée, on laisse des gens dans le désarroi, dans le désespoir, je dirais. Il y a des gens qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus depuis plusieurs mois. Ça ne peut pas durer, c'est des choses inadmissibles. Même l'indemnité de congé payé que la société Prime, dont la société pas Prime n'a pas versé des cotisations, mais qui devrait leur revenir de droit, puisque c'est les AGS qui vont les porter. Je ne comprends pas cette situation. Je ne comprends pas non plus l'attitude du Conseil de prud'homme, qui effectivement renvoie au mois de septembre. Ils vont passer tranquillement des vacances, pendant que les salariés vont rester là, ne sachant quoi faire. Ce mardi 2 juillet à 11h, la délégation des salariés de Prime sera à nouveau reçue par la sous-préfète. D'ores et déjà, le procureur du TGI de Sarreguemines s'est saisi du dossier. Une audience en date du 6 août devrait permettre de fixer plus rapidement le sort du fonds de commerce, à moins que d'ici là, les frères Prime ne s'entendent et le liquident eux-mêmes. Madame la sous-préfète a encore une fois a pris conscience, elle sait que les difficultés, les situations particulières sont très difficiles. Elle est en contact avec le procureur pour essayer de faire avancer les choses. Financièrement, elle ne peut pas débloquer quelque chose aujourd'hui. Demain, le personnel est invité à venir s'inscrire à Pôle emploi pour au moins déjà avoir une inscription et pour que dès que la liquidation effectivement de ce fonds de commerce sera faite, pour que les choses puissent être prises en compte tout de suite. Parallèlement, contact va être pris avec la caisse du bâtiment pour qu'éventuellement les indemnités de congés payés puissent être versées très rapidement. Voilà, Une page politique pour continuer. Les maires de l'arrondissement de Sarreguemines ont délaissé la politique locale le temps d'une réunion sur le thème de l'Europe. L'invité du jour venait de Sarre et s'est prêté au jeu de l'échange verbal sur le thème de l'Europe au jour le jour. Regardez. L'Europe, elle fait beaucoup parler d'elle, mais elle reste trop peu expliquée. L'Europe, c'était aussi le thème de la réunion des maires de l'arrondissement de Sarreguemines en présence de Stéphane Toscani, ministre de l'Intérieur et des Affaires européennes de Sarre. Un invité originaire d'un pays souvent mis en accusation lorsque l'on parle des problèmes que traverse actuellement l'Union européenne. Les derniers épisodes en date, la crise grecque, etc., ont réveillé, à mon avis, une stupide germanophobie. Mais en fait, les mêmes qui accusent tel ou tel pays doivent d'abord se rendre compte que la première chose à faire, c'est d'abord de balayer devant sa porte. Et ça, c'est vrai, quels que soient les conflits. Chercher un bouc émissaire est toujours très facile, trop facile. Très rapidement, le débat se déplace sur le terrain de la crise de l'euro et des politiques d'austérité, appelées Sparpolitik en Allemagne. Mais ces politiques d'économie-austérité sont perçues de manière différente de part et d'autre de la frontière. C'est toujours un problème lorsque l'on parle sur un thème entre Français et Allemands, car le même terme n'a pas la même signification ou n'est pas associé aux mêmes idées dans l'autre langue. Toutefois, Sarrois et Mosellans sont, d'après les intervenants, les plus aptes de leurs pays respectifs à comprendre l'autre pays. Entre Stéphane Toscani, membre de la
CDU et Céleste Lett de l'UMP, les couleurs politiques jouent peut-être beaucoup dans la compréhension mutuelle, même si, selon eux-mêmes, l'Europe tend à atténuer les clivages politiques. Je crois que dans la mesure où on est convaincu de l'idée européenne, eh bien, peu importe le clivage politique, je crois que ce qui compte, c'est la volonté des hommes, indépendamment de leur parti, eh bien de travailler ensemble. Au cours de la discussion, beaucoup de points sombres de l'actualité européenne sont évoqués. L'Europe donne parfois à voir un visage inquiétant, y compris par la description qu'en font les intervenants. Toutefois, tous restent attachés à la construction européenne. En principe, l'Union européenne est une histoire pleine de réussites. Nous avons en Europe, dans la grande Europe, la paix, la liberté et la prospérité. C'est-à-dire que c'est un développement heureux et positif, justement pour les générations nées après-guerre. Il y a tout de même des problèmes actuellement. Ces problèmes ne sont par contre pas insurmontables, selon Stéphane Toscani. Un message qui est relativement bien passé du côté des maires. Il est vrai que l'auditoire est déjà acquis en grande majorité à la cause européenne, si bien que l'on peut se demander si un débat public et non réservé aux maires n'aurait pas été plus constructif. Pendant la discussion ce soir avec les maires, je me disais, je suis face à un auditoire convaincu. Et que pour passer nos idées européennes, pour passer nos convictions européennes, ce serait peut-être plus pertinent d'avoir des réunions publiques avec les citoyens. Une réunion publique qui aurait aussi le mérite d'évoquer l'Europe telle qu'elle est vécue par la population, peut-être même aussi subie dans certains cas. Elle permettrait enfin de réaliser que l'Europe, c'est aussi la compréhension qu'a chacun de son voisin. Beispielsweise la cohésion sociale, on ne l'a pas encore. En tout cas, pas 100%. Und das ist natürlich etwas, was Schwierigkeiten macht. Prenons un peu de hauteur pour continuer ce journal. Quoique la météo n'était pas de leur côté, cela ne les a pas empêchés de monter dans le ciel ni de planer. Les membres du club espoir aéronautique Sarreguemines ont organisé leur journée porte ouverte. Julia Bitran y a assisté. Vous avez sans doute l'habitude de voir des avions et des planeurs évoluer dans le ciel de Sarreguemines. Mais vous ne connaissez peut-être pas bien les activités du club espoir aéronautique. C'est en partant de ce constat que le club a décidé d'organiser cette année des portes ouvertes. Un événement qui n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années et qui a été couplé cette année avec l'opération nationale « Ça plane pour elle ». C'est une opération qui est pour la première fois à Sarreguemines où on fait en même temps une porte ouverte et une opération « Ça plane pour elle ». Et vous savez que l'objectif, bien sûr, c'est d'essayer d'élargir l'ampleur du terrain de l'aéroclub de Sarreguemines, autant sur le plan féminin, puisque vous savez qu'il y a relativement peu de femmes qui pratiquent l'aviation, et d'un autre côté, d'étendre l'activité de l'aéroclub de Sarreguemines. Et surtout de faire découvrir aux gens, parce que beaucoup de gens savent qu'il y a un aéroclub, mais ne voient pas vraiment ce qu'on fait à l'aéroclub de Sarreguemines. Au sol, pas de problème le jour de cette opération. En partenariat avec des associations du secteur, le club proposait une exposition de modèles réduits dans son hangar et de voitures anciennes à l'extérieur. Mais pour ceux qui en ont profité pour faire un baptême en avion ou en planeur, dans les airs, c'était une autre paire de manches. Oui, la météo n'était pas de la partie, c'est vrai. Ça veut simplement dire que ça rend le vol un peu inconfortable. C'est pas un problème de sécurité, parce que là, de ce côté-là, il n'y a pas un problème. Mais il y a un petit inconfort, le vent, les turbulences. C'est sûr que ça impressionne un peu pour celui qui n'a pas beaucoup volé ou peut-être jamais volé. La météo n'était pas non plus un allié pour attirer le public sur l'aérodrome. Mais le club a battu son propre record de participation. La mobilisation au niveau du club, elle était très forte. On n'a jamais réussi à réunir autant de membres ensemble de la même journée, etc. Donc de ce côté-là, c'est une réussite. Il suffit d'espérer qu'il y a quelques rayons de soleil, que les gens de la ville de Sarreguemines et environ viennent également faire un tour sur le terrain et regardent un peu comment ça se passe. Pour tout renseignement, vous pouvez surfer sur le site internet du club www.ifgu.fr. Ne quittons pas les hautes sphères et rendons-nous pour cela au centre-ville de Forbach. La 23e édition du Master de Perche s'est déroulée la semaine dernière. Depuis 5 ans, c'est en plein centre-ville, dans la rue Jean Monnet, entre les immeubles, que s'élancent les perchistes. Ils étaient plus de 90 cette année, venus de tout l'Est de la France et d'Allemagne. Avec cet événement, l'Union sportive de Forbach réunit compétition et ambiance de fête. Reportage de Grégory Sebag. Et voilà, ça passe pour Amélie Perrin.
a voulu décentraliser l'athlétisme et le saut à la perche en particulier au centre-ville de Forbach. Donc c'est ça qui était important pour nous, pour aller au cœur du public, au cœur des gens, pour profiter de cette ambiance qu'on ne pourra pas retrouver sur un stade forcément. Très présent en Allemagne ou aux États-Unis, ce type de concours l'est un peu moins en France, mais commence à se développer. Si Forbach est un précurseur en Lorraine, Thionville et Sarreguemines lui ont emboîté le pas. Sarrebourg et Remiremont devraient suivre. Le public forbachois commence à bien connaître et à apprécier cet événement où il est au plus près des sauteurs et peut vibrer avec eux à chaque saut et au rythme de la sono. Les perchistes, eux aussi, apprécient l'ambiance et cette piste surélevée, très confortable, propice à la performance et en plus homologuée. C'est pour l'ambiance, c'est aussi pour essayer des perfs pour les France et tout. Et en même temps, ça permet de nous retrouver entre perchistes. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'ici, on est sur piste surélevée. Donc ça nous aide, on va dire. Là, la musique et tout, donc ça nous entraîne, ça nous permet d'aller plus vite, mais ça nous rythme dans nos foulées. Donc, Il y a forcément les deux. On vient pour faire une perf. Ça, c'est la base de tout athlète qui a envie de faire une compétition. Il veut faire une perf, c'est dans son sang. Et après, il y a tout ce qui est effectivement l'ambiance, la musique, l'ambiance, le public. On offre également une grillade et une boisson à chaque participant. Donc, ça tout l'aspect festif qui rentre en jeu et qui effectivement permet de faire plaisir aux perchistes. Et notez que le concours masculin a été remporté par le Sarregueminois Aymeric Amann avec un saut à 4,73 m. Pour terminer ce journal, 2 annonces, l'une pour inviter à participer à l'événement Famille en fête au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Rendez-vous est donné le 7 juillet de 10h à 18h, c'est gratuit jusque 16 ans, le tarif plein est de 5 €. Enfin, ce message s'adresse aux aquariophiles. SAR Aqua 57 reconduit sa bourse le 1er septembre 2013 à la maison de quartier de Beau-Soleil. Les exposants restent encore à se faire connaître. N'hésitez pas à prendre contact avec SAR Aqua 57 via leur site internet ou alors par téléphone au 06 80 63 08 75. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, nous prendrons des couleurs locales. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. L'offre d'emploi à découvrir avec Pôle emploi est un poste d'acheteur. Vous serez en relation avec les fournisseurs. Saisirez les demandes, vérifierez et planifierez des livraisons. Il s'agit d'un emploi à temps plein à Sarreguemines. Expérience exigée 2 ans, de même qu'une formation de niveau Bac+2 en logistique. Pour postuler, contactez Madame Marlene Ouselstein à l'adresse suivante forbach 454@groupe-crit.com. La Lorraine, chacun s'en fait une image. Nous vous proposons de redécouvrir des spécificités de cette région à travers les rencontres de nos couleurs locales. Regardez. Bonjour à tous, ce mois-ci, Couleurs locales vous invite à découvrir une notion très à la mode depuis quelques années, la notion de territoire. La Lorraine, bien qu'elle existe par une identité géographique et historique, a pourtant bien des spécificités. Ce sont ces spécificités qui forment ces territoires. Partons donc à la découverte de ce qui a créé toutes ces particularités et comment aujourd'hui cette appartenance se préserve et se cultive. Tout d'abord, les caméras de TV8 nous emmèneront au cœur de la mine pour comprendre comment une famille d'industriels a façonné un territoire, le Warnt. Ensuite, quelques kilomètres plus loin, c'est en pays de Sarreguemines, cité de la faïence, qu'une toute autre histoire s'est jouée. Préserver son territoire, c'est aussi le pari de la commune de Meilly, où l'équipe de Mirabel TV se penchera sur un projet innovant en matière d'extension de l'habitat. Et enfin, parfaitement de saison, un détour au pays de l'or blanc vosgien, avec Vosges TV bien sûr, et ce coup d'œil sur une saison de ski absolument exceptionnelle. Mais tout de suite, partons en pays minier. C'est à Petite-Rosselle, en 1856, que débutera réellement l'exploitation du charbon en Lorraine, sur un site qui prendra le nom de Carreau-Vindel. Un petit détour au musée de la mine, un reportage de Claire Hidman pour TV8. Si aujourd'hui le charbon n'est plus exploité, on continue toujours d'en parler ici à Petite-Rosselle au musée du Carreau-Vindel, un ancien site minier. Ce musée a ouvert ses portes en 2006 afin de faire découvrir à ses visiteurs le travail de fond du mineur.
En juin 2012, un nouveau musée ouvrira ses portes pour faire découvrir cette fois-ci l'habitat du mineur et son fonctionnement de vie. On touche vraiment l'intimité de la vie du mineur. Sans indiscrétion aucune, nous pourrons découvrir quel était l'intérieur de l'habitat du mineur, qu'il soit maintenant ouvrier, employé au cadre. On va pouvoir découvrir effectivement ces petites bassines dans lesquelles on se lavait. Avant que les salles de bain ne se mettent en place, on va pouvoir découvrir le fourneau à charbon, même le seau à charbon, voire la pelle à charbon. Donc tout ce que tout un chacun d'entre nous dans la région ici utilisait encore jusque 2000-2005, ces objets-là et cette vie-là vont être présents. Les visiteurs pourront alors marcher sur les pas de leurs parents ou grands-parents lorsque ces derniers allaient travailler au fond. De cette manière, les visiteurs découvriront comment les mineurs se préparaient pour descendre au fond de la mine. Ce musée social exposera donc des pièces et des maquettes d'objets qui ont rythmé la vie des mineurs. Alors toutes les pièces effectivement sont authentiques. Les maquettes sont bien sûr aussi de vraies maquettes. Ce pas des maquettes qui ont été fabriquées spécialement pour nous. Nous allons retrouver des objets qui ont servi à un moment donné ou à un autre de leur histoire, soit à confectionner du charbon ou à permettre le développement de techniques. Parmi les maquettes qui seront exposées dans ce nouveau musée, il y a celle du lavoir, un lieu chargé d'histoire, et cette maquette le démontre bien par la précision du détail de ses pièces, mais aussi par ses proportions et son poids à ne pas négliger. En effet, ce lavoir miniature mesure 1,98 m de large, 2,45 m de long, 1,87 m de hauteur et pèse 480 kg. La maquette qui se trouve derrière nous en fait, est conservée au musée déjà depuis 1987, où elle a été récupérée dans un local de la gare de Folquemont. Du coup, on n'a pas trop d'idée de son origine exacte ni de son concepteur. D'ailleurs, s'il se reconnaîtra, il est bienvenu puisqu'il pourra nous en parler un peu plus. Et la maquette a été choisie justement pour illustrer le métier de laveur, qui sera donc illustré dans cette salle-là, qui est consacrée au métier de la mine, mais les métiers du jour et du fond, et notamment les métiers dont on ne parle pas encore dans notre partie des chantiers du fond. La réputation de la faïence de Sarreguemines n'est plus à faire. En 2 siècles, la petite industrie familiale, née à la Révolution, a fait du chemin. Paul Hutschneider et Paul de Geiger, véritables hommes orchestres, ont propulsé la petite ville au tout premier rang de l'industrie faïencière. Dès le 19e siècle, Sarreguemines propose donc au monde entier une vaste collection de faïences, vases, cache-pots, fresques murales, cheminées. Voici l'histoire d'une cité qui a fait de la faïence son identité territoriale. Un reportage de Delphine Barr pour Mosaïque. 3 manufactures ont marqué le glorieux passé industriel de Sarreguemines: la soierie, les ateliers de chemin de fer et la faïence. L'histoire commence en 1790. Nicolas Jacobi crée une petite faïencerie sur les bords de la Sarre. Pourquoi Sarreguemines ? Eh bien tout simplement parce que vous aviez la Sarre, la rivière, qui apporte l'eau, et l'eau est indispensable pour travailler l'argile, la matière. Et puis d'autre part, vous aviez ici également de grandes forêts dans la région, contrairement à beaucoup d'autres régions où on n'a pas de forêt. Et cette forêt permettait de chauffer, de mettre beaucoup de bois dans les fours pour monter en température pour faire la cuisson. Et puis troisièmement, on avait dans la région encore à l'époque des zones géologiques où on pouvait prélever de l'argile. Et donc tout cela fait qu'on s'était installé ici pour faire de la faïence. La conjoncture économique n'est pas favorable. 10 ans plus tard, le fondateur de la petite entreprise cède ses parts à Paul Hutschneider, jeune bavarois qui donnera à Sarreguemines son identité territoriale. Hutschneider va très rapidement la monter à un très haut niveau, puisqu'il va gagner plusieurs fois des concours dans des expositions à Paris. Et donc, très rapidement, il y aura un renom pour la qualité de la faïence. Donc, cela va donner une image de Sarreguemines à l'extérieur comme étant celle d'une cité faïencière de grande qualité. Un siècle après sa création, la faïencerie de Sarreguemines compte 1300 employés. La nationalité tantôt franco, tantôt allemande de la ville poussera les nouveaux directeurs à se réfugier dans la capitale. La manufacture se spécialise dans le carrelage décoratif et abandonne entièrement la fabrication de vaisselle en 1978.
En 2002, les nouveaux actionnaires la rebaptisent Céramique de Sarreguemines. En 2005, elle est placée en liquidation judiciaire. 2 ans plus tard, les activités cessent. Depuis 2007, la faïencerie de Sarreguemines n'existe plus. L'identité territoriale de Sarreguemines est et reste associée à la cité faïencière. 2 musées, des ouvrages et le fleurissement s'articulent autour de ce thème et font de la ville un musée à ciel ouvert. Meilly est un village de 310 habitants situé sur une petite colline au nord de Metz. Christophe Martin, le maire du village, a mené un projet d'extension de l'habitat. L'homme souhaitait conserver l'atmosphère et l'harmonie des ruelles dont les premières pierres remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. Allez, une petite visite guidée des lieux, signée Gaël Tis pour Mirabel TV. L'église du village est de style roman et ses vestiges remontent à l'époque carolingienne. Le château du général Espagne, ami d'Alexandre Dumas, fait face à la folie architecturale de l'astrologue et musicien Camille Durutte. Le village de Meilly est riche de 3000 ans d'histoire et le 21e siècle est marqué par la création d'un nouveau quartier. C'est important pour assurer un développement, construire des projets dans un village, c'est de connaître son histoire, connaître sa personnalité, pour se dire qu'est-ce qu'on développe, c'est une trame pour le développement. La place des Vignes fait écho aux 25 hectares de coteaux présents au siècle dernier. Des arbres fruitiers jalonnent les maisons nouvelles et le nom des rues rappelle leur histoire. Le nouveau quartier de Meilly a une âme, tel était l'objectif du maire Christophe Martin. On ne fait pas une extension de village sans penser à l'habitant futur. Comment il va vivre, comment il va s'intégrer, c'est un lieu de vie qu'on crée. Résidence collective, maison individuelle, logement social ou terrain à bâtir, la commune a misé sur la diversité des habitats et en 2 ans, la population du village a doublé. Cette mixité en fait d'habitat va de pair avec la mixité sociale et nous a permis aussi en fait de pouvoir réintroduire les règles d'habitat que l'on avait dans l'ancienne partie du village. C'est-à-dire que dans l'ancienne partie du village, on retrouve de la maison derrière des murs, on retrouve des bâtisses plus importantes, on retourne à une certaine typologie de rues. Et ici à Meilly, dans cette extension de village, nous n'avons pas, comme dans d'autres lotissements ailleurs, des rues rectilignes, des rues avec des impasses qui font vraiment le paysage du lotissement classique. Les rues nouvelles ont des allures de villages anciens et les habitants n'ont pas tardé à se les approprier. On s'est dit aussi c'est un lieu où les familles vont pouvoir se rencontrer, où les enfants vont pouvoir jouer. Et ma plus grande joie, ça a été l'année dernière, lors de la fête des voisins. Il y avait un grand banquet, tout le monde avait apporté des plats, on a dansé, on a chanté, et j'étais vraiment très heureux parce qu'en fait, ce qu'on avait imaginé avait fonctionné. Et les projets du maire ne s'arrêtent pas là. Une maison de pays verra le jour d'ici 2 ans dans cette ancienne ferme. 70 mètres carrés de commerce et de services et à l'étage un restaurant redonneront au centre du village sa fonctionnalité et sa convivialité. Le pari était difficile, mais ce sera la famille Rémy de la Bresse qui développera son domaine de la Bressonnec en créant dans les Vosges-Lorraine l'un des plus grands domaines skiables artificiellement enneigés au monde. Aujourd'hui, c'est toute une région qui profite de l'or blanc vosgien, de Gérardmer à la Bresse, et surtout quand les températures sont bien entendu au rendez-vous. Un reportage de Thierry Lasson et Hélène Leplat pour Vosges TV. Noël, Nouvel An, février, les vacances d'hiver et leur lot de touristes armés de leurs skis et autres snowboards sont toujours un moment attendu par les professionnels de la neige, y compris sur les hauteurs vosgiennes bien sûr, où nous sommes allés promener notre caméra, par des températures, on vous l'assure, plutôt froides, moins 18 degrés, un froid salvateur pour toutes les stations. Ici, la Bressonnec, un domaine de 32 pistes pour 300 enneigeurs artificiels, et quand la neige se fait attendre, les canons crachent. Si moi j'avais eu à choisir la météo, j'aurais pas fait autrement, c'est-à-dire 10 jours de froid avant les vacances pour nous permettre de consolider le domaine et ouvrir, à mon avis, 31 pistes sur 32, puisque la Noire sera maintenue fermée, je pense, à moins d'une chute de neige. La Bressonnec, c'est sans sourciller, près de 9000 forfaits jours en week-end et hors vacances.
8 à 10 000, c'est une grosse affluence, mais c'est une affluence qu'on sait gérer en termes de parking et qu'on sait gérer en termes d'appareil. Hein. Le nouvel appareil, le Vologne Express, là, qui a un 6 places débrayables, avec une journée comme ça, vous faites une queue, vous attendez pour prendre le siège à peu près 5 à 6 minutes. Juste le temps de demander comment est la neige aux principaux intéressés. Bof, ça va, hein. Elle est un peu... ça glisse trop. Ouais. Enfin, c'est un peu gelé, je voulais dire. Vos impressions? Bah écoutez, très froid au-dessus, du vent. Mais bon, une belle journée, quoi. Ça va, la neige n'est pas trop mauvaise. Non, bonne journée, c'est bien. Autre domaine, plus bas en altitude cette fois, et qui se veut familial, est celui de Gérard May. Là également, le froid est le bienvenu. On a eu un mois de janvier qui était assez difficile. Et donc le froid nous a permis de fabriquer un maximum de neige de culture, et notamment reconstituer notre stock en front de neige, puisque c'était le gros problème. C'est-à-dire qu'on avait un domaine skiable qui était en parfaite condition, qui était en bonne condition, sauf le front de neige. Et ça nous posait quelques soucis, puisque les gens regardaient les webcams pour se décider de venir en ski ou pas, et effectivement, quand on voyait les taches d'air, c'était pas terrible. Alors là, par contre, on a maintenant un domaine skiable qui est à 95% en très très bonne condition. Gérard May et ses 40 km de piste, 20 remontées mécaniques pour quelques 3500 forfaits jours en week-end et des offres de services qui tendent à se diversifier, témoin ce Big Airbag, unique dans les Vosges et qui attire déjà du monde. C'est d'ailleurs le but. On a loué la structure pendant un mois, et si ça donne de bons résultats, on en achètera une pour les saisons prochaines. On veut aussi donner à la station une image un petit peu plus fun. Et sportive. Sportive et jeune. Vous l'avez vu, les territoires lorrains sont forts de différences et de richesses. Et de plus en plus, ils apprennent à les cultiver et les partager. C'est cette notion de territoire multiple qui fait aujourd'hui notre identité régionale. N'oublions pas qu'à plus grande échelle, ces identités se cultivent en s'appuyant toujours sur les différences. Nous sommes lorrains, mais aussi français, européens, et par extension, tous citoyens d'un même monde, fait d'une multitude de territoires, de richesses et d'attraits. Alors, partons à leur découverte. Ouvrons-nous à leur richesse, et surtout à leurs différences. Le mois prochain, tout autre chose. Faire du neuf avec du vieux. Allez, Couleurs locales, c'est votre émission régionale préparée par vos rédactions locales. Allez, au revoir. C'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.